Et Éric Coquerel est notre invité dans l'interview politique. Dans la politique, c'est clair, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Le président donc a reçu Donald Trump, Volodymyr Zelensky à l'Élysée en marge de cette cérémonie. C'est un joli coup diplomatique quand même pour Emmanuel Macron ? Je sais pas, faut voir si c'est pas surtout un coup de com' pour un président affaibli et qui, comme ça, essaie de se redorer un peu le blason. On verra bien si ça a des effets quelconques. C'est comme ça qu'on jugera par la suite. Trump appelle à un cessez-le-feu ce matin. On a l'impression que les... Oui, mais ça, Trump, c'était sa position, on le sait. Ça relance pas un peu le... j'espère que ça... Écoutez, si ça contribue à relancer un règlement diplomatique, on a toujours été sur cette position, on a toujours regretté que la France soit un peu trop... j'allais dire belligérant dans cette affaire, plus que l'Allemagne par exemple, et du coup ne puisse pas jouer ce rôle. Si c'est le cas, moi je dis tant mieux. Je veux dire, on ne peut sortir de ce conflit que par la voie diplomatique. Ça redonne un peu de pouvoir à Emmanuel Macron sur la scène intérieure, cette grandeur sur la scène internationale. Justement, je vous dis, ça va dépendre de la suite. Soit c'est un coup de com', il a profité du fait que les deux chefs d'État soient en même temps à Paris. Et puis, bon, voilà, ça lui donne, ça le permet de le mettre en avant dans un moment où il est extrêmement affaibli, c'est moins qu'on puisse dire sur le plan national. Et puis, dans ces cas-là, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Si ça a un effet, moi, je m'en féliciterai, quel que soit après mes désaccords avec Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, ce matin, va se rendre à la messe à 10h30, une messe importante avec un certain nombre de rites, notamment. Ça vous choque, vous ? Écoutez, tout ce qui se passe autour de Notre-Dame me choque pas. Parce que Notre-Dame, ça appartient au pays, quoi. Ça dépasse sa dimension confessionnelle. C'est à la fois confessionnel. On peut dire quelque part que on peut laïciser à certains moments Notre-Dame. Voilà. Et on a vu l'émotion naturelle et légitime que suite à l'incendie. Donc il y a eu l'événement hier, il y a l'événement aujourd'hui. Je dirais juste que Emmanuel Macron doit faire attention dans ses gestes, puisque moi je suis laïque, je suis pour la laïcité, et donc un président de la République en tant que personne peut évidemment tout à fait, j'allais dire, avoir un comportement de croyant par rapport à une religion. Par contre, en président de la République, non, parce qu'il nous représente tous. Donc j'espère que dans les gestes qu'il fera lors de cette messe, j'allais dire, il n'ira pas trop loin dans quelque chose qui pourrait être interprété comme le président de la République et sa foi catholique, pour aller vite. En tout cas, selon l'Élysée, il ne devrait pas communier. Vous allez retourner à Notre-Dame ? Oui, bien sûr. Oui. Vous allez aller voir l'édifice ? Oui, je n'ai pas été invité hier, je crois pas. Donc, je sais pas si des insoumis ont été invités, mais oui, bien sûr, j'irai le voir, bien sûr. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. De la Syrie, parce que la Syrie est tombée ce matin aux mains des rebelles qui ont pris le pouvoir à Damas. Est-ce que vous vous réjouissez évidemment de la chute du dictateur syrien ? Écoutez, l'histoire nous a suffisamment appris dans cette région du monde qu'à la fois, on pouvait ne pas regretter un dictateur et un despote comme Bachar el-Assad, et en même temps, ne pas se réjouir de la prise de pouvoir par des islamistes, dont je vous rappelle que c'est une branche en réalité de l'Al-Qaïda, qui prône la charia et un califat sous domination islamique. Voilà, les deux, on est obligé d'être sur les deux dimensions. C'est peut-être compliqué, mais c'est comme ça. Je note que ça montre l'influence grandissante de la Turquie dans cette région, et peut-être aussi le fait qu'on n'a pas assez soutenu ceux qui, pour le moment, en Syrie, représentaient une issue à la fois démocratique et confédérale, c'est-à-dire nos amis kurdes, dont je rappelle qu'ils ont été le fer de lance de la lutte contre Daesh, et qui, au moment des offensives turques, je trouve, n'ont pas été suffisamment soutenus par la France, qui continue à considérer, par exemple, que le PKK kurde est une organisation terroriste. Donc voilà ce que je peux dire à cette heure-là. Il faut attendre ce que ça va donner. Je pense pas que ni le maintien de Bachar el-Assad, évidemment, mais ni l'arrivée de cette dépendance de Al-Qaïda soit bonne pour le peuple syrien, et c'est ça aujourd'hui qui me préoccupe. La chute de Bachar el-Assad, elle affaiblit aussi le Hezbollah. Ça rassure aujourd'hui Israël, on l'entend sur place. Ça vous donne de l'espoir pour un règlement du conflit ? Pas forcément, parce que on voit bien que c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, par exemple, Al-Qaïda, il faut savoir que Al-Qaïda à Gaza, par exemple, était pourchassé par le Hamas, parce que ce n'est pas les mêmes obédiences. Le Hamas, Hezbollah sont soutenus par l'Iran, et la Syrie, Al-Qaïda, c'est pas le cas, c'est par la Turquie, et contre justement l'Iran qui soutenait le régime Bachar el-Assad. Donc ça affaiblit peut-être, j'allais dire, les adversaires d'Israël, et dans la situation actuelle, je ne suis pas sûr que ça freine Israël justement par rapport à son offensive. Moi, je pense que là-dessus,
la ligne que nous devons défendre, c'est la question du droit international. Donc, non pas seulement le cessez-le-feu, mais l'arrêt de toute offensive israélienne sur le Liban, et puis évidemment l'arrêt du génocide en cours à Gaza. Ça ne change pas vraiment la situation, sauf que, à mon avis, Israël peut-être par contre se réjouit paradoxalement de la prise de pouvoir de ces islamistes, ce qui montre bien que en termes de valeurs, à certains moments, la géostratégie l'emporte. Voilà, et que tous les islamistes ne sont pas forcément des adversaires pour Israël. Ça renvoie un petit peu la complexité de cette région. On va revenir sur la scène intérieure. Le président vous a convié à l'Élysée, vous les Insoumis, et vous avez refusé de vous y rendre. Vous refusez de former un gouvernement, vous Non, on ne refuse pas de former un gouvernement. Aussitôt que le président de la République aura la bonne idée de demander au NFP, arrivé en tête aux élections, de former un gouvernement, on prendra toute notre part. Mais justement, est-ce que c'était pas le moment d'aller plaider non, parce que là, le président de la République, il a très clairement situé ce rendez-vous comme l'idée d'une coalition. Bon, or nous, c'est non. Pourquoi ? Parce que cette coalition, elle impliquerait quelque chose. C'est qu'on n'abandonne pas seulement, comme je l'ai entendu dire de manière caricaturale, tout le programme. C'est qu'on abandonne carrément le programme du NFP, c'est-à-dire toutes les mesures de rupture avec ce qui s'est fait depuis 7 ans. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faut... En plus, ça va pas se faire. Moi, je suis sûr que ça va pas se faire. Il ne m'aura pas un Premier ministre de gauche. Vous pensez qu'il balade tout le monde, là, Oui, je pense que le président de la République, son obsession depuis juillet, c'est de garder sa politique économique, sociale et budgétaire en faveur des plus riches, en faveur d'une certaine vision de politique de l'œuvre de la compétitivité, et qu'il essaye de s'arranger en ayant été minoritaire. Donc là-dessus, il ne donnera jamais à la gauche la possibilité, même de loin, de débrécher son édifice. Ces rendez-vous, Marie Tondelier, je pense que ça sert surtout à diviser le NFP. C'est à ça que surtout ça sert. Vous savez, quand moi je discutais Et ça le divise ? Comment ? Force est de constater que ça le divise. Alors, je ne sais pas si c'est irrémédiable, mais là, le fait que monsieur... Vous diriez qu'il est dans quel état aujourd'hui ? C'est un état de mort cérébrale, il est dans une situation de fragilité. Et moi, je le regrette. Pourquoi ? C'est que la censure est un énorme coup politique que nous avons réussi. J'ai été très partie prenante là-dessus. Je suis satisfait. Moi, je suis pas triste qu'on ait rejeté un gouvernement minoritaire, sans légitimité, de droite, qui appliquait une politique de droite et qui, en plus, tentait des compromis avec le RN. Vous voulez, la totale. Donc, je ne suis pas triste de ça. Et à partir de là, nous, on aurait dû, justement, tous ensemble, poursuivre l'offensive. Et l'offensive, ça aurait été de dire à M. Macron que ce n'est pas possible. Ce n'est pas à lui de décider qui peut gouverner ce pays. Lui, il a respecté le suffrage universel. Et le suffrage universel, quoi qu'on en pense, quoi que j'entende, il y avait une coalition arrivée en tête. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis sûr que le RN serait arrivé en tête aux élections législatives. Personne n'aurait trouvé à redire, même en tête tel que nous l'avons été, c'est-à-dire avec une majorité relative, personne n'aurait trouvé à redire que le RN puisse gouverner ce pays. Oui, sauf que Jordan Bardella avait dit, si j'ai pas la majorité absolue, j'y vais pas. Mais moi, je pense qu'en les commentaires de j'entends, personne n'aurait dit, mais personne n'a gagné. Les gens auraient dit, le RN a gagné. Et nous, on le fait pas. Pourquoi ? Parce que chacun sait. Mais là, vous êtes désunis et vous n'allez pas porter. Monsieur Macron. Vous n'allez pas porter ensemble une candidature commune. Donc, là, je regrette que ce qui est en train de se passer. Moi, je les appelle à revenir à la raison. Alors, j'observe bien qu'ils n'ont pas tout à fait le même degré. Monsieur Faure se rend à l'Élysée, redonne en plus une position centrale à Monsieur Macron, qui était très affaibli, et il doit se réjouir, pour discuter d'une coalition qui, à mon avis, sur le papier, à moins de renier totalement le programme du NFP. Mais chacun sait qu'en réalité, il n'y a pas de réalité là-dedans. Monsieur Macron, par exemple, il ira pas plus sur l'abrogation de la réforme des retraites que sur le gel de la réforme des retraites. Tout ça, pour lui, c'est non. Je donne un exemple des compromis qui avaient l'air d'être capables d'accepter le Parti socialiste. Par contre, on lui donne l'occasion de nous diviser, de gagner du temps, de semer la division. Je pense que ça va se terminer pareillement par un gouvernement de coalition tel qu'il a essayé de le faire. Et donc, l'enjeu, je vous le dis à l'avance, le rendez-vous sera en janvier, on le sait maintenant, ça va être de censurer ce gouvernement sur sa proposition de budget qui, à mon avis, ne changera pas beaucoup de celui qui nous a été proposé. Donc vous, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau Premier ministre, s'il n'est pas du NFP, il est censuré immédiatement. Bah oui, si on a un Premier ministre... S'il est socialiste ou écologiste, vous le censurez ? Mais ça ne sera pas le cas. Moi, je ne veux pas faire de politique fiction. Je vous parie tout ce que vous voulez que ça ne sera pas le cas. Voilà. Tout comme je parie que l'été dernier, M. Cazeneuve n'a pas été une option réelle pour le président de la République, tout simplement parce que toute entache à sa politique, c'est déjà trop. Donc, il essaye coûte que coûte de gagner du temps et d'installer notre coalition. Et si coalition il y a, moi je vais vous dire, je pense qu'il orne plus du côté du RN que du côté de la gauche en réalité. Voilà ce que si c'est François Bayrou, parce que c'est un nom qui circule beaucoup, vous le censurez immédiatement ?
Bah oui, M. Bayrou, après, je peux juger la personne plus respectable ou autre, c'est pas le problème. Mais sa politique, vous verrez que ça sera la même. Ils n'ont pas la légitimité. Ils ont été battus aux élections. Leur programme a été battu aux élections. Dans quelle démocratie au monde on peut se retrouver avec un président de la République qui décide coûte que coûte d'installer une minorité au gouvernement? Enfin, c'est absolument intenable. Et donc, la situation sera la même. On le sanctionnera. Sauf qu'eux, ils disent que vous avez une majorité relative et que vous avez bénéficié du Front républicain. Il vaut mieux une majorité relative que pas de majorité du coup. Non, mais du coup, tout le monde a une majorité relative. Oui, sauf que nous, on avait dit une chose et on l'a confirmé. On avait dit, par exemple, on est capable de faire en sorte qu'à l'Assemblée, on trouve des compromis si on gouvernait. Je dis ça parce que on nous caricature, j'entends des gens dire les insoumis voulaient aucun compromis. On a toujours dit, on porte le programme et puis on trouve les compromis à l'Assemblée pour être capable justement de faire déboucher les aspects les plus importants du programme. Et on y est arrivé. Parce que dans le budget, en première lecture, on a totalement transformé leur budget au point que c'est nous qui l'avons voté contre les macronistes alliés au RN pour pas qu'ils passent. On a suivi tout ça. Donc tout ça, on est capable de le faire. Et le chef de l'État n'a pas, je veux dire, il n'est pas dans une situation où il devrait avoir comme ça la fonction de dire, ah bah non, moi ça je ne veux pas parce que je ne suis pas d'accord. Il devrait nous nommer et à nous de faire nos preuves. Une majorité relative qui est plus importante à l'arrivée que le NFP, ce qui était le cas actuellement. D'accord. Mais comme la situation de blocage et comme je crois qu'il ne va pas le faire, c'est pour ça que nous, ce qu'on met sur la table, c'est le fait qu'à partir du moment où il ne nomme pas un gouvernement NFP, c'est sa démission qui est sur la table. Parce que sinon, je ne vois pas comment on va tenir 3 ans dans la situation actuelle. Guillaume Kasbarian, ce matin, a donné une interview au journal du dimanche où il dit qu'il ne faut exclure personne des discussions, donc pas le RN. Et il réfute avoir dit ce que dit le journal du dimanche, qu'il voulait gouverner avec le RN. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position ? Écoutez, est-ce qu'on doit vraiment commenter quelqu'un qui n'est pas position centrale dans la Macronie ? Moi, je pense qu'il dit tout haut, à un moment donné, ce que beaucoup de macronistes imaginaient possible, la preuve d'ailleurs. C'est que je remarque que M. Barnier a fait des avancées au RN sur très loin, puisque y compris sur l'aide médicale d'État, en acceptant de dire qu'il pouvait la réformer. Bon, donc moi ça ne m'étonne pas. Je pense que ça fait longtemps que, comme beaucoup d'endroits malheureusement dans le monde, certains adeptes du néolibéralisme, et M. Kasbarian l'est au point où il a félicité Elon Musk quand il est devenu ministre, ça les dérangerait pas de gouverner avec l'extrême droite, je le crois. Une question sur la loi spéciale qui devrait arriver mi-décembre. Est-ce que vous la voterez ? Oui, je ne veux pas m'engager pour mon groupe, mais pour ma part, je pense que personne s'y opposera. Pourquoi ? Parce que c'est une loi technique. En tant que président de la commission, vous ne pouvez pas vous permettre... Non, mais c'est pas que ça, c'est qu'il faut bien comprendre. C'est une loi technique. D'ailleurs, j'observe qu'on nous a fait très peur. On nous a dit, ah, mais c'est terrible, etc. Et maintenant, là, on n'entend plus rien là-dessus, sur le fait qu'il va bien y avoir une loi qui va permettre de passer la fin de l'année sans que la lumière s'éteigne, sans que les sauterelles envahissent le pays, etc. Parce qu'on nous a fait peur là-dessus. Donc, c'est une loi spéciale, il faut bien comprendre, elle va durer, 1 mois. Elle va permettre de continuer à lever les impôts, à l'État de payer ce qu'il doit payer, les fonctionnaires et ses contributions X ou Y. Et donc, c'est pas une loi politique, c'est une loi technique. On pourra et puis pas en janvier, l'impôt sur le revenu ? Alors ça, franchement, on en sait rien. Je vais poser un amendement là-dessus pour essayer de le faire parce que il y a une ambiguïté, savoir si c'est... Donc vous allez déposer un amendement pour indexer l'impôt sur le revenu. Oui, parce que je sais qu'il n'est pas dans la loi. J'ai discuté avec M. Saint-Martin à la fin de la semaine dernière. Donc c'est pas dans la loi qui est très courte, ça ne l'est pas. Mais de toute façon, et même lui le dit aujourd'hui, en réalité, chacun sait que comme ça va durer 1 mois, je rassure les gens, ça ne va pas toucher leur barème d'impôt. Tout ça, ça a été fait pour les effrayer. Mais pour sécuriser, je vais essayer de passer l'amendement. Puis comme ça permettra de vérifier s'il est constitutionnel ou pas. Et le risque, c'est pas que cette loi spéciale soit cassée justement par le Conseil constitutionnel et qu'il n'y ait pas de budget ? Non. Au pire, il pourrait y avoir un aspect de cette loi qui soit cassé. C'est pas très grave. De toute façon, à mon avis, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision après même qu'on ait commencé à discuter de nouveaux budgets. Donc, puisque c'est bien ça l'essentiel. Bien évidemment, nous, on serait pas pour une loi spéciale qui durerait toute l'année 2025 avec ce qui a été voté en 2024. Mais une loi spéciale qui, à partir de janvier, ouvre sur la discussion budgétaire, c'est là que tout va se passer. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin. Député socialiste, insoumis de Seine-Saint-Denis, président de la NFP, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.